Merci d'être avec nous. Sommes-nous à l'aube de la 3e guerre mondiale? Vous réagissez, posez vos questions. Vous pouvez poser plein de questions, bien entendu. Vous pouvez réagir 01 80 20 39 21. Je voudrais remercier Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, d'être avec nous aujourd'hui sur Europe 1 en direct. Merci d'être là. Merci à vous. Merci beaucoup. Ça nous fait bien plaisir. Et Mériadec Raffray, chef du service international de valeurs actuelles. Vous êtes le seul journaliste français à vous être entretenu en décembre dernier avec Hassan Nasrallah, l'ancien chef du Hezbollah, assassiné la semaine dernière. Merci d'être avec nous. Alors, sur pas avec Hassan Nasrallah, mais avec son numéro 2, qui est aujourd'hui voilà, celui qui a repris en charge, qui s'appelle Naïm Kassem. Mais c'est ça. Alors justement, je voudrais vous poser d'abord une première question, Mériadec Raffray. Quand on élimine le numéro 1 du Hezbollah, derrière, il y en a combien derrière qui peuvent prendre la place et qui sont aussi belliqueux que lui? Parce que c'est ce que je me suis posé comme question à chaque fois. Moi. Je me dis en fait... C'est une vraie question. C'est une vraie question. Parce que... c'est une vraie question. C'est en fait le Hezbollah, si vous voulez, c'est un, comment dirais-je, c'est un drapeau, c'est un slogan, c'est une réalité politique, militaire, sociale. C'est même une réalité philosophique pour tout un nombre d'habitants du Liban, les chiites, qui sont majoritaires dans le sud du Liban, dans le nord-est du Liban, dans la plaine de la Bekaa. Vous voyez, c'est quelque chose de complexe. En 82, le Hezbollah, c'était une organisation terroriste. Point barre. Aujourd'hui, le Hezbollah est partie prenante du fonctionnement du Liban, de la société libanaise, et contrôle, dirige une grande partie du Liban. On dit que c'est un État dans l'État, d'ailleurs. C'est un État dans l'État, puisque le Hezbollah, en fait... Au-dessus de l'État, même. Oui. C'est un État au-dessus de l'État. Oui, Dominique Trinquant, oui, qui a profité de la faiblesse de l'État libanais lui-même, et de sa puissance, et de la figure de Nasrallah, qui était très écouté, bien sûr, pour en fait réduire à néant la capacité... Justement, Mériadec Raffray, le fait d'avoir éliminé l'ancien chef du Hezbollah, donc Hassan Nasrallah, est-ce que ça va changer quelque chose ou rien du tout? Alors, ça change une première donne importante, et je dirais que l'élimination d'Hassan Nasrallah, c'est le point d'orgue de 15 à 20 jours d'une opération assez incroyable sur le plan tactique et technique d'Israël, qui nous fait mesurer à quel point Israël avait premièrement infiltré en profondeur cette organisation qui s'est créée dans le secret de la clandestinité. Donc ça, c'est vraiment un truc incroyable que tous les spécialistes observent. Justement, à bouche bée. Mériadec Raffray, juste pour s'arrêter 2 petites secondes là-dessus, c'est vrai qu'on a l'impression que vraiment la communauté internationale s'est dit c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu faire nous. Ils sont bien plus avancés que nous sur ce domaine. Vous parlez des Israéliens? Oui. Bah, alors, il y a eu aussi l'histoire des beepers aussi. C'est une façon de se rattraper du 7 octobre. C'est ce que j'allais dire. Oui. C'est que le 7 octobre, quand même, on a découvert les caïds du renseignement, considérés comme les maîtres du renseignement, en particulier du renseignement technique et électronique, qui se sont fait berner. Alors, le mot est rapide, il faudrait développer, on n'a pas le temps, mais ça a été quand même une véritable faillite. C'était ce que certains ont appelé leur Pearl Harbor, si vous voulez, stratégique. Et là, en fait, avec ces coups qu'ils ont marqués ces 15-20 derniers jours, et le point d'orgue, l'assassinat du grand patron, celui qui est à la fois une icône et qui était intouchable jusqu'à présent, les services redorent leur blason de manière très importante et rétablissent une forme de dissuasion. D'accord, ça c'est en fait, donc ça a servi à ça. Voilà ce que vous venez de nous dire. Mais alors, j'ai pas encore répondu à votre question. C'est qu'est-ce que ça a comme conséquence militaire et technique? C'est qu'il n'y a plus d'amortisseurs aujourd'hui, ou quasiment plus. On va le voir dans les jours qui viennent, entre les deux vrais co-belligérants qui ne sont pas l'Israël et le Hezbollah, mais qui sont Israël et l'Iran. Exactement. Et quand vous augmentez la surface de friction entre deux armées de puissance de cet ordre-là, qui même si les choses sont un peu encore déséquilibrées, automatiquement, le risque, la probabilité d'un embrasement augmente. Exactement. Et je réponds à votre question. Exactement, on va en parler dans un instant de l'embrasement. Dominique Trinquant, vous voulez rajouter quelque chose sur ce que vient de dire Mériadec Raffray? Une petite remarque simplement. Attention, le 7 octobre, c'est la faillite du système de renseignement militaire et intérieur, Shin Bet et Amman. Alors que là, les offensives qui réussissent, c'est les réussites du Mossad. Exactement, c'est pas pareil. Qui est en guerre depuis des années. L'affaire des beepers dont vous parliez, c'est une affaire qui a été montée depuis des années, parce que pour la construction des beepers, arriver à mettre des sous-éléments dedans qui contiennent des explosifs et qui permettent d'être explosés, ça nécessite la création de sociétés écrans, de montage, etc. C'est un truc absolument fabuleux. Et le Mossad, lui, est en guerre en permanence. Et le Hezbollah était une de ses cibles favorites. Mais l'Iran, aujourd'hui, on va en parler, il y a au sein
des services de sécurité iraniens des gens qui travaillent pour le Mossad. Donc il y a une espèce de paranoïa, aussi bien du côté du Hezbollah avec tous ceux qui ont été tués, qu'en Iran, où il y a eu un communiqué du gouvernement iranien ce matin disant « tous ceux qui identifient quelqu'un qui pourrait travailler pour Israël doivent le dénoncer ». Ça prouve bien qu'ils ont un problème. Ah, bien sûr, c'est incroyable, vous vous rendez compte c'est ça qu'ils ont réussi en fait, ils ont réussi à les déstabiliser. À infiltrer, vous vous rendez compte, c'est incroyable. Mériadec Raffaï, donc vous êtes le seul journaliste à vous être entretenu avec le numéro 2 donc du Hezbollah, maintenant numéro 1 d'ailleurs. Justement, quand vous le rencontrez, comment, justement, qu'est-ce que vous avez comme sentiment après cet entretien? Vous voulez que je vous dise vraiment? Oui. Vous voulez que je vous dise la vérité? Oui. Moi, j'ai rencontré quelqu'un de cérébral, de rationnel. C'est le plus inquiétant. Prenez-le, enfin ça c'est vous qui le dites, je sais pas, il faut, mais en tout cas c'est pas un fou, c'est pas un fou au sens où on peut le dire rapidement sur un plateau de télévision, vous voyez. Ce sont des gens qui ont une histoire, une philosophie, un passé, qui ont une vision. Et qui ont une vision long-termiste. C'est quoi leur vision? D'ailleurs, ils nous renvoient ça à nous, journalistes occidentaux et occidentaux. Ils nous disent, vous êtes dans l'instantané, dans le jour d'après. Nous sommes au-delà de l'horizon. Et c'est quoi leur vision alors? Eh bien, ils ont, j'ai plus l'expression en tête. Leur vision du monde, c'est quoi? Leur vision du monde c'est une vision qui est une vision spirituelle, messianiste, si vous voulez, qui est déconnectée en fait des logiciels occidentaux complètement. Donc vous avez deux logiques qui s'affrontent en fait. C'est ça qui est intéressant et en même temps complexe à expliquer, c'est que il y a une réalité militaire, technique, le terrain commande. Et là, Israël a l'initiative. Israël a ouvert le jeu comme jamais elle n'avait ouvert depuis ces 30 dernières années au Proche-Orient. Mais il y a aussi cette réalité philosophique, spirituelle. Et je reviens à votre question initiale. Les réfugiés libanais qui dorment aujourd'hui dans leur voiture avec leur pauvre petite couverture qu'ils ont réussi le seul bien qu'ils avaient et qu'ils ont fui le sud du Liban et qui vivent aujourd'hui dans les rues de la capitale de Beyrouth. Que croyez-vous qu'ils pensent de l'offensive d'Israël au Liban? Que croyez-vous qu'ils en pensent? Alors justement, c'est la question qu'on pose parce qu'on sait que c'est très partagé en fait. Bien sûr. Et en fait, jusqu'à présent, je crois qu'Israël Hassan Nasrallah, en fait, est mort de ne pas être tombé dans le piège d'Israël. Hassan Nasrallah savait que sa ligne rouge à lui, c'était de ne pas être considéré par les Libanais comme le responsable d'une escalade au Liban. Bon, ce qu'il n'avait pas vu, c'est qu'il s'était fait infiltrer de l'intérieur. Mais maintenant, c'est Israël qui va prendre ce risque-là vis-à-vis, je dirais, de l'environnement dans lequel qu'il pourrait intervenir. On voit qu'il essaye aujourd'hui, il commence aujourd'hui à grignoter en fait le Sud-Liban. Et Israël a quelques souvenirs un peu difficiles, un peu douloureux de cette histoire récente. Ça a commencé en 82 quand Ariel Sharon, qui était à l'époque un des patrons des brigades qui ont investi Beyrouth. Ça a duré jusqu'en 2000. Il a fallu toute cette période-là pour ensuite que Israël puisse se retirer du Liban. Et puis il y a eu le face-à-face très douloureux, militairement parlant, entre Israël et le Hezbollah en 2006, la fameuse guerre de 33 jours, qui finalement n'a été gagnée ni vraiment par un camp, ni vraiment par l'autre. Par contre, ceux qui ont perdu, on le sait très bien, ce sont les Libanais. Bien sûr. Voilà. Justement, comment la mort de Hassan Nasrallah a été perçue par les Libanais Ça dépend des régions. Oui, justement. Oui. Eh bien, écoutez, d'un côté, vous avez les Libanais qui vous disent en off, à vous, ils vous disent Israël a fait le travail que beaucoup de gens n'ont pas fait et auraient dû faire. Ça, c'est plutôt la partie chrétienne pour être un peu schématique et simpliste. Pardon ? Les chrétiens, les druzes, les sunnites. Voilà. En fait, il n'y a que les chiites qui applaudissent. Exactement, Dominique Trinquant nous dit. Oui, il n'y a que les chiites. J'interviens un petit peu pour connaître. J'ai commandé un bataillon au sud Liban, donc j'ai passé 6 mois. Et en 2006, je suis revenu là-bas. Moi, je m'élève contre le fait qu'on pense que les chiites représente une grande partie du Liban. En fait, c'est un mouvement extrêmement efficace qui distribue beaucoup d'argent. Dans les villages sud du Liban, j'ai vu, ils payent pour qu'une femme porte le voile, ils la payent. Et donc, c'est un mouvement qui a une emprise absolument extraordinaire sur le sud, et je le disais tout à l'heure, qui a profité de la faiblesse du gouvernement libanais, qu'il soit chrétien, sunnite ou druze, mais qui a aussi, je rappelle que le premier ministre sunnite a été assassiné par le Hezbollah. Donc, non seulement
il a une emprise sur une partie de la population, mais en plus, il rend l'autre partie de la population inopérante, inefficace. Et donc, aujourd'hui, les manifestations de soutien à Nasrallah, bien sûr, dans le sud, alors le sud où j'étais, que je connais bien, et puis le sud de Beyrouth, parce que c'est beaucoup par quartier, à Beyrouth, est indéniable. Mais les autres, ils se disent, ouf, ça y est, c'est fini, on a fini. Mais auront-ils le courage et la force de réagir? Ça, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, on souhaiterait, beaucoup qui aiment le Liban, qui connaissent le Liban, se disent, enfin, il va pouvoir sortir de cette espèce de... Il n'a pas de président élu depuis 2 ans. Il faut rappeler qu'un président doit être chrétien, oui. Mais ça ne peut se faire qu'avec l'accord du Hezbollah. Exactement. Donc c'est compliqué. Voilà. 01 80 20 39 21, vous réagissez sur Europe 1, bien entendu. On est avec Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, et Mériadec Raffray, chef du service international de valeurs actuelles. Mériadec Raffray, vous nous l'avez dit il y a un instant, vous avez donc rencontré le numéro 2, devenu numéro 1 du Hezbollah. Juste avant d'y aller, vous aviez quel a priori ? Écoutez, quand on est journaliste et qu'on a la chance de rencontrer un personnage assez discret, difficile à voir et qui a un rôle local, régional, qui joue un rôle dans des événements qui peuvent produire la paix ou la guerre au Liban, on considère d'abord qu'on a une chance, qu'on a beaucoup de chance. Il se trouve que, vous savez, les journalistes, c'est un peu comme les militaires, on dit qu'un général qui n'a pas de chance, faut pas lui donner à commander une armée. Bon, ouais. Les journalistes doivent avoir de la chance de temps en temps. Pourquoi il vous a dit oui ? C'est ce que j'allais vous expliquer. Ouais, c'est que j'y suis allé en fait au moment où Israël et le Hamas avaient signé leur première trêve. Et là, les gens voulaient parler. Les gens avaient des messages à envoyer. Vous voyez, c'est dans ces cas-là, les gens veulent parler. Et j'ai eu la chance d'y arriver juste à ce moment-là. Les portes se sont ouvertes et j'avoue que c'était une discussion et une rencontre professionnellement très intéressante. Ah, vraiment, c'est quoi ? C'était, vous étiez impressionné, vous avez eu, voilà, vous étiez un peu, vous étiez comment ? Vous étiez tendu quand ? Impressionné, voilà, c'est pas le premier dirigeant que je rencontre, bien mais sûr, ouais. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer comment dirais-je, d'amorcer un dialogue avec quelqu'un qui parle pas le français, mais qui le comprend. J'ai vite compris qu'il comprenait le français, en fait. J'avais un interprète en arabe, bien sûr, et on a initié un échange, et on se dit qu'on va sur une autre planète, et tout d'un coup, vous sentez, vous êtes et journaliste, vous sentez que vous amorcez le dialogue et la personne qui est sur l'autre planète que vous comprenez à un moment donné que le dialogue s'instaure et qu'on peut échanger, dialoguer des arguments et c'est intéressant. Vous aviez un terroriste en face de vous ou pas ? Non, j'avais pas un terroriste, j'avais un intellectuel. Ah oui. Un intellectuel, un chef spirituel. C'est compliqué à entendre ça. Oui, mais moi je vous dis, c'est difficilement audible. Peut-être, mais moi je d'entendre ça. Je voudrais rappeler que les pires des terroristes sont des intellectuels. Voilà. Les pires, exactement. Mais bien sûr. C'est toujours au nom d'un dogme. C'est pour ça que quand Mériadec Raffray m'a dit au début de l'interview, j'ai rencontré quelqu'un de très intelligent, j'ai dit c'est pire, c'est une mauvaise nouvelle. Ouais. C'est une très mauvaise nouvelle. On aurait préféré qu'il me dise j'ai rencontré quelqu'un qui était un abruti fini. Mais c'est vrai que quand vous nous avez dit c'est quelqu'un qui a une vision, qui a un plan, qui sait où il va et qui est extrêmement intelligent, on s'est dit ah bah on est dans une plus grosse panade que celle qu'on croit. Oui, complètement. Le problème c'est qu'il a une vision, mais une vision qui n'est pas la nôtre. Exactement. Et qu'il est suffisamment structuré pour très bien l'évoquer et pour arriver à amener beaucoup de monde autour de lui, parce qu'il est intelligent et qu'il arrive à le faire. C'est le gros problème, en fait. C'est énorme. Et c'est vrai qu'on parlait, il y a un instant, on parlait du dôme de fer, puisqu'il y a eu 180 missiles balistiques en provenance de l'Iran qui ont été lancés sur Israël hier, et on parle souvent de ce dôme de fer. J'aimerais qu'on explique aux auditeurs d'Europe 1 d'où vient ce dôme de fer et ce qu'il est capable de faire, parce que c'est vrai tout le monde en entend parler. J'aimerais qu'on explique juste à nos auditeurs d'Europe 1 qui sont avec nous à 17h04, Dominique Trinquant, voilà, de quoi il s'agit. Alors, quand on parle du dôme de fer, en fait, on extrapole un nom. Le dôme de fer, c'est la couche inférieure. La défense anti-aérienne d'Israël repose sur 3 couches. La basse couche, la couche moyenne et la couche haute. Et le dôme de fer, c'est la couche basse, celle qui, en fait, était faite pour arrêter toutes les roquettes courte portée qui venaient essentiellement de Gaza et du sud d'Israël, du Liban, oui, pardon. Oui. Ce qui s'est passé hier, c'est qu'il y a eu le dôme de fer et la couche haute, Arrow, qui a fonctionné, mais aussi ce dont on ne parle pas, ce sont les avions. Oui. Parce que naturellement, les avions israéliens, américains, voire d'autres, ont décollé
puisqu'il y a eu une préalerte qui a été donnée par les États-Unis, qui, grâce aux images satellitaires, ont vu les missiles qui se préparaient. C'est un missile, on n'appuie pas sur un bouton et ça part. Il faut préparer. Surtout que les missiles hypersoniques, en fait, ont un propulseur solide à l'arrière et liquide à l'avant. Donc ça veut dire qu'il faut le remplir. Donc les Américains ont préalerté, des avions ont décollé, et donc un certain nombre de ces missiles ont été arrêtés loin. Moi j'ai eu un témoignage direct de quelqu'un à Damas qui a vu des missiles détruits par l'aviation israélienne. Oui. Donc voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des radars qui captent les missiles qui arrivent et qui ensuite distribuent aux lanceurs solaires, donc anti-aériens, les cibles à frapper. D'accord. Ces radars, d'après les informations que j'ai, sont capables de traiter 200 cibles à la fois. Ah oui. Énorme. Il y en a une dizaine, ça fait 2000 cibles. Bien sûr. Donc ils sont capables de traiter tout ça, voire même, il y a parce que dans les frappes qui ont été faites par les Iraniens, en fait, elles ciblaient essentiellement des bases militaires. Et il y en a une qui a été touchée, on est sûr, c'est la base 28 qui est au sud, dans la région du Negev, et qui a été touchée. Mais il y a des missiles qui sont partis et qui n'ont pas, qui visaient des zones désertiques. D'accord. Et donc ceux-là, ils sont même pas interceptés pour ne pas gaspiller les munitions, parce que évidemment, avec la saturation que peut représenter une attaque, peut-être une deuxième demain ou une troisième, il faut des munitions pour tirer la cible. C'est incroyable. Donc, voilà. C'est incroyable. Est-ce que, juste Dominique Trinquant, quel pays possède ce qu'on appelle ce dôme de fer ? Alors, la particularité, il faut bien dire, c'est qu'Israël est tout petit aussi. Bien sûr. Donc, le dôme de fer, si vous voulez, je prends un parallèle, l'Ukraine. On vous dit défense antiaérienne en Ukraine, mais c'est pas possible. C'est une surface gigantesque. Alors que Israël est beaucoup plus petit. Donc, c'est plus facile. Donc, personne n'a un dôme de fer du style de celui des Israéliens, qui eux-mêmes ont reconnu cette nuit qu'il n'était pas imperméable à 100%. Bien sûr. Qu'il y avait des choses qui pouvaient passer. Mais d'autres pays sont obligés de concentrer leur défense sur une ville, sur une base aérienne, sur des éléments comme ça, mais pas l'ensemble du territoire. C'est impossible. C'est impossible. Donc c'est parce que le territoire est petit qu'on peut le faire. Forcément, voilà. Oui, Gauthier Lebray. Qui serait capable de saturer le dôme de fer ? On entend que le Hezbollah était en mesure de le faire jusqu'à la mort de Nasrallah et jusqu'à, évidemment, l'intervention terrestre d'Israël qui est en train de détruire les caches d'armes. Est-ce que l'Iran, et c'est pour ça qu'ils ont attaqué hier, a perdu son principal allié et cette principale source de saturer le dôme de fer avec le Hezbollah qui est en perte de vitesse ? Alors, on est d'accord, je reviens à la définition, pas le dôme de fer, mais l'ensemble de la défense antiaérienne. Parce que le dôme de fer, il a été saturé et il n'a pas été saturé, en fait, là où il y a la plus grosse attaque, c'est le 7 octobre, où il y a eu des milliers de roquettes qui ont été lancées. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui est passé. Qui est capable de détruire Tel Aviv, qui est capable d'atteindre et de ruiner Tel Aviv. Particularité de l'attaque de la nuit dernière, c'est que pour la première fois, l'Iran a utilisé des missiles hypersoniques, Fatah, et qui, eux, peuvent déjouer, non pas saturer, mais peuvent déjouer le système, parce qu'ils volent, ils sont hypersoniques, donc ils volent très très vite, et en plus ils sont manœuvrants. Mais c'est quand même un échec. Il y a un Palestinien qui est mort hier de cette attaque. C'est quand même un échec militaire. Oui, non mais la première attaque du mois d'avril et celle-là sont des échecs pour l'Iran, c'est évident. Mais quand vous dites saturer, au fur et à mesure des jours qui s'avancent, il peut y avoir un certain nombre de déficiences qui se découvrent dans le système. Meredith Raffray va répondre aussi à ma question que je vais reposer à Dominique Trinquant. On a le sentiment, et je ne sais pas ce qu'en pensent les auditeurs d'Europe 1, que les attaques de l'Iran sont un petit peu pour dire, bon, vous avez vu, on a répondu à ce qu'a fait Israël, voilà, donc, mais on a envoyé 200 missiles, 2 fois ça a été plutôt des échecs, et derrière, on entend à chaque fois, c'est bizarre, ils disent, bon, ça y est, l'attaque est terminée, maintenant, à vous de voir si vous voulez la guerre ou pas. On a l'impression que c'est ça. Alors, le premier sujet que je voudrais écarter, c'est celui de, on a prévenu de façon à ne pas faire de dégâts. Ça a été le cas après la première attaque, où après, comme elle a été ratée, forcément, les Iraniens ont dit, c'est parce qu'on avait prévenu, donc, etc. Là, cette fois-ci, ils ont dit, on n'avait pas prévenu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, pour revenir simplement à l'attaque de la nuit dernière, elle ciblait des objectifs militaires. Elle a touché un aérodrome important, la base 28 du côté du Negev. Donc, ça a été touché. Les dégâts, on n'en sait rien, on le saura peut-être jamais. Mais voilà. Donc, ça veut dire aussi que les Iraniens ont dit, c'est une première marche de l'escalade. On tape des objectifs militaires et ils ont répondu, si Israël nous attaque,
c'est l'ensemble des infrastructures qui sera attaqué. Donc on voit qu'il y a une graduation, et je pense que les Iraniens, dans cette frappe, il y a eu un problème, une lutte interne. Les passes d'Aran, qui dépendent directement du guide suprême, c'est le fer de lance, c'est les plus durs, et eux, ils voulaient aller à l'attaque. Pourquoi ? Parce que le Hezbollah était le genou en terre, même s'il combat, on le verra peut-être tout à l'heure, il combat bien au sud Liban, mais en plus, chaque fois qu'il y a eu des frappes israéliennes au Liban, en Irak, en Syrie, à chaque fois, il y avait des responsables des passes d'Aran et des responsables de haut niveau qui ont été tués. Donc pour eux, il fallait dire, on venge nos chefs qui ont été tués, et on ne laisse pas tomber nos séides, parce que sinon on perd toute crédibilité. Voilà. Alors, Mériadec Rafray, vous voulez réagir à ce que je viens de dire sur l'Iran ? Je partage à peu près ce qui vient d'être dit, à la seule différence près que moi je ne sais pas exactement ce qui se passe en Iran, à Téhéran, et c'est compliqué de savoir exactement ce qui se passe au sein du régime, même si effectivement on sent qu'il y a quelques dissensions, la lecture de ces dissensions est quand même complexe. Ce que je constate quand même, c'est que hier soir, on a changé. Les règles du jeu ont changé au Moyen-Orient. Ça, pour moi, c'est clair. C'est-à-dire que le 13 avril dernier, lorsque l'Iran ose pour la première fois dissuader le fameux bouclier, le dôme de fer, enfin le bouclier dissuasif israélien, il le fait en prévenant tout le monde, en disant on va le faire, mais on vous prévient et finalement on sera quitte comme ça. Là, cette fois, pas de prévention, et ils emploient ce que le général Trinquant a souligné, ils emploient pour la première fois des armes hypersoniques. Une dizaine de minutes pour partir de la région de Téhéran pour arriver en Israël. Et désolé d'insister, mais des missiles sont tombés sur des objectifs militaires. Donc le système est faillible, on l'a vu. Simplement, ce que vous avez dit aussi, là, je crois que on rentre dans la nuance très importante, c'est que les cibles ont été visées de manière à éviter les dégâts civils. C'est ça. Voilà. Donc c'est là où on retrouve quand même une certaine subtilité dans le message envoyé par l'Iran, sachant que évidemment la puissance militaire iranienne n'est pas l'équivalent de la puissance militaire israélienne à l'instant T. En revanche, vous savez combien ça coûte un système Patriot, par exemple, de batterie Patriot, de contre-batterie Patriot. Le système lui-même, ça coûte de l'ordre de plus d'1 milliard de dollars. Et les seuls missiles, c'est plusieurs millions d'euros chaque missile. Donc, vous voyez qu'on est quand même dans une guerre asymétrique, mais une course de vitesse. Et cette course de vitesse, elle est drivée par une date importante, notamment pour Israël. C'est l'initiative de la liberté d'action quasiment jusqu'au 5 novembre. Après, les choses risquent d'être un peu différentes pour Israël. Mais j'ai une question à vous poser. On se disait que l'Iran n'était pas intéressé avec un affrontement direct avec Israël, préférant jouer avec ses proxys, avec ses alliés, Hamas et Hezbollah, et très certainement que Israël a mis l'Iran dans une situation où il ne pouvait plus ne pas réagir. Bien sûr. Parce que l'Iran était intéressé à finaliser son programme nucléaire. Première question. Où l'Iran en est tout exactement dans ce programme nucléaire. On a peu d'éléments, notamment sur la dimension militaire. Et est-ce qu'il y a une opportunité aujourd'hui pour Israël de jouer l'escalade pour justement aller taper ce programme militaire et faire perdre à l'Iran les 10 dernières années de progrès sur ce terrain? Alors, première réponse, où en est-on du problème iranien? On n'en sait rien. On dit que ça se rapproche de plus en plus, qu'on est à 1 semaine, qu'on est à 15 jours. Enfin, on dit ça depuis quelques semaines. On ne sait pas exactement. On ne sait pas exactement. Il faut être clair là-dessus. Enfin, peut-être des spécialistes. Ils enrichissent 22 fois plus d'uranium que l'accord qui est prévu. Mais d'accord, mais après l'enrichissement, il y a l'arme, il y a le machin, ce qu'il faut préciser, c'est pas parce que vous avez la bombe, vous êtes capable de la lancer avec précision, que vous avez l'avion, le vecteur miniaturisé, etc., etc. C'est là où et donc, est-ce que l'objectif de guerre pour Israël, alors, je reviens à votre deuxième question. Moi, je pense qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour M. Netanyahou. Depuis le début, on sait que l'Iran est l'ennemi d'Israël, à juste titre, puisque l'Iran a dit qu'il voulait détruire Israël. Donc, voilà, c'est l'ennemi. Mais le problème, c'est que... alors, la fenêtre d'opportunité, c'est jusqu'au 5 novembre, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire jusqu'au 5 novembre. Et voyons si l'Iran... On peut enfoncer un coin en Iran. Et moi, je pense que la bonne manœuvre, israélienne, ça serait de la conjonction d'une déstabilisation interne et d'une attaque extérieure.
Est-ce qu'ils sont capables de le faire aujourd'hui? Et c'est pour ça que je pense que les Pasdaran ont été obligés de réagir. Parce que les Pasdaran, c'est eux qui tiennent le régime. Donc, il faut qu'ils montrent qu'ils sont forts. Ils le montrent à l'intérieur quand les femmes veulent porter des voiles, mais il faut qu'ils le montrent quand il y a un agresseur extérieur. Donc, ils sont obligés de le montrer. Mais je pense que c'est une possibilité pour M. Netanyahou de se dire « j'ai une fenêtre d'opportunité, j'y vais ». Est-ce que nous sommes à l'aube de la Troisième Guerre mondiale? Alors, je sens que le général me passe la balle, donc je vais la prendre pour préciser à vos éditeurs que mon métier est être analyste et pas Madame Soleil. Très bien. Déjà, première chose. Oui, mais d'après vos analyses. Voilà. Donc, non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent beaucoup de choses. Moi, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Ce que l'on peut dire, on a quand même quelques indices qui sont intéressants à expliquer. J'ai discuté l'autre jour avec un très très haut gradé de l'OTAN qui me disait la chose suivante. Depuis plusieurs semaines, il n'y a jamais eu autant dans le ciel, sous l'eau, sur terre et en mer, jamais eu autant de friction entre les forces de l'OTAN et les forces russes. Autant de friction. Et le général est à côté de moi, où dans ce monde des forces armées, parfois, une étincelle, une incompréhension peut faire déraper les choses. Et c'est là où la période actuelle est dangereuse. C'est que la tension est extrême, les foyers de tension, les foyers de crise se sont rallumés, et à ce moment-là, les choses deviennent dangereuses. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a longtemps que la planète, et en particulier cette zone du Proche-Orient, du Moyen-Orient, n'avait jamais été aussi dangereuse. Maintenant, pour nuancer cette position, je pense que personne n'a intérêt à ce que le Moyen-Orient s'embrase. Par exemple, on va prendre une simple raison, on va prendre une simple chose. Le Moyen-Orient est encore l'un des endroits d'où le pétrole part vers les grandes puissances, de l'Iran notamment vers la Chine. Imaginez que l'Iran envoie un missile sur 1 ou 2 ou 3 pétroliers dans le Golfe Persique. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'ensemble de la planète qui est impacté, à commencer par les très grandes puissances qui aujourd'hui sont capables quand même de réguler le jeu. Par exemple la Chine. Je ne suis pas certain non plus que la Russie ait envie que le Moyen-Orient explose à son tour. Et évidemment, je ne crois pas non plus que les États-Unis souhaitent cette occurrence-là. Maintenant, les forces aujourd'hui, je disais tout à l'heure que les cartes sont rebattues au Moyen-Orient et que la stratégie gagnante pour l'instant de Netanyahou ouvre des perspectives stratégiques inédites jusqu'à présent. Et c'est là où réside l'inconnu. Oui, mais Dominique Trinquant, justement, on va avoir la réponse de Dominique Trinquant. Ouais, je retiens tout à fait ce qui vient d'être exposé, et en particulier les frictions. Oui. Si vous voulez, on est dans un monde extrêmement dangereux, dans lequel il y a de plus en plus de frictions, de combats. On parle Ukraine-Russie, on parle ici Iran-Israël, et les frictions peuvent provoquer une étincelle qui met le feu aux poudres, pour prendre l'expression. Alors, on a quand même des sauvegardes, 2 types de sauvegardes. La première, on n'est pas comme en 1914, les communications fonctionnent bien. Vous savez qu'en 1914, le Kaiser était sur son yacht, n'avait pas de communication, et du coup, son cabinet a poussé à la guerre. Là, globalement, les communications fonctionnent bien. Deuxièmement, je voudrais revenir sur l'interlocuteur précédent qui parlait de la SDN et de l'ONU. Pour avoir beaucoup travaillé à l'ONU, il y a une réunion du Conseil de sécurité qui se tient depuis 1h30 maintenant, et on peut se parler, et on peut communiquer. Alors ça n'empêche pas des frictions, ça n'empêche pas un certain nombre de choses, mais tant qu'on se parle, on peut éviter l'escalade. Et je peux vous dire que derrière les couloirs de l'ONU, quand on n'est pas devant les caméras, il se dit beaucoup de choses. Bien sûr, c'est ça. Et là, c'est quelque chose, et l'ONU, aujourd'hui, devant le blocage du Conseil de sécurité, qu'il faut reconnaître, c'est l'avantage de l'ONU, c'est que les gens peuvent se parler. Exactement. Oui, Valérie Bénémy. En parlant de se parler, la Chine parle, j'imagine, à l'Iran, et on imagine que la Chine parle à l'Iran en lui disant « il faut que tu redescendes d'un cran ». Et également, Poutine parle et à Netanyahou et à l'Iran. Est-ce que, justement, ces communications-là font que ça peut faire redescendre tout ça d'un cran? À mon avis, ça peut y contribuer. Maintenant, il faut faire attention. On est des cultures totalement différentes. Un Chinois parlant à un Iranien, comme nous parlons à un Iranien, ce sont des planètes différentes. Et quand vous avez un Chinois dans sa logique communiste et de gérer son affaire, et de l'autre côté, la logique religieuse
d'un mollah, la conversation est parfois un peu difficile. Moi, aux Nations Unies, j'ai eu, vous savez qu'on parle dans toutes les langues du Conseil de sécurité, et je discutais avec un Chinois, mais j'ai été traduit à partir de l'anglais. Et d'un seul coup, je me suis aperçu qu'il y avait un blocage. Oui. Le type ne comprenait pas. Et il a fallu qu'on se retrouve auprès d'un déjeuner, ce que savent bien faire les Français, pour débloquer le truc et pouvoir dialoguer avec lui. Donc ça prend un peu de temps, mais les canaux, c'est essentiel. Bien. Vous vouliez ajouter quelque chose, Myriadec Raffray ? Peut-être juste un point de détail, mais qui est important, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, les grandes puissances se parlent. On sait que le ministre de la Défense était à Téhéran il y a quelques jours. Les Israéliens parlent avec les Américains, mais on voit aujourd'hui que la capacité de dissuasion américaine est moindre qu'il y a quelques années, et que la situation de la campagne, de la fin de la campagne américaine fait que cette capacité de Washington à peser sur Netanyahou et d'ailleurs sur l'Iran aussi, sur l'ensemble des acteurs de la région, est moindre. Et donc c'est pour ça que les jours, les quelques semaines qui restent avant ce 5 novembre sont relativement décisives pour, un basculement plus important en fait du Moyen-Orient dans la guerre.